ce qui se passe au Venezuela, c'est très important parce qu'on parle du Venezuela, selon certaines sources, est devenu actuellement le premier pays pétrolier du monde, c'est-à-dire qu'il a les réserves les plus grandes du monde. Selon d'autres sources, il se situerait au troisième rang. Alors, on parle vraiment d'une puissance pétrolière. Ce qui se passe avec cette révolution bolivarienne de Hugo Chavez, jusqu'à présent, l'opposition ne s'était pas unie. Pour la première fois, pour les élections d'octobre, on a l'impression qu'il y a un candidat qui a l'aval de toute l'opposition. Mais cela ne veut pas dire que Chavez va perdre les élections. Parce que s'il y a des manifestations contre Chavez, si au niveau international il y a beaucoup de bruit sur la maladie de Chavez, son insistance à se maintenir au pouvoir, etc., etc., il ne faut pas croire que c'est la grande majorité de la population. Chavez continue d'avoir l'appui des grandes masses déshéritées du Venezuela. Durant cette décennie, le Venezuela a eu un taux de croissance très fort, bien sûr grâce à l'augmentation du prix du pétrole, mais quand même, on parle de certaines années, le taux de croissance a été près de 10%, quand il y a eu, surtout avec les révolutions arabes, qui ont permis l'augmentation du prix du pétrole. Alors, tous ces éléments et la politique populiste de Chavez de maintenir les subventions pour l'essence, pour les produits de base, lui donne un appui dans les masses. Et c'est les masses qui vont décider finalement. Si les masses n'ont pas accès au niveau international pour montrer leur appui à Chavez, et c'est plutôt l'opposition, et l'opposition, elle reste quand même minoritaire, mais à l'intérieur du Venezuela, je dirais que Chavez reste un homme assez solidement consolidé. Bien sûr, tout peut se passer. Cette année, il y a des élections très importantes aux États-Unis, au Mexique, au Venezuela. Mais il faut se rappeler qu'il y a une tendance qui s'est maintenue jusqu'à présent en Amérique latine, même s'il y a eu dans certains pays, ça n'a pas marché comme il se devait, c'est-à-dire la tendance vers la gauche. Les grands géants d'Amérique latine, le Brésil par exemple, l'Argentine, ont des gouvernements de gauche, centre-gauche. Même les autres pays, dans le cas du Mexique, le Mexique a failli aussi passer dans la même tendance. En 2006, il paraît que le candidat de gauche du Parti de la Révolution démocratique a gagné les élections, mais il y a eu une fraude. Mais de toute façon, fraude ou pas fraude, il a perdu pour 300 000 voix. Perdre 300 000 voix sur 25 millions de votes, c'est vraiment, on parle de 0,35% de la différence entre le candidat de la droite qui a gagné et le candidat de la gauche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche reste quand même une option importante en Amérique latine. D'ailleurs, pour les élections du Mexique de cette année, qui vont avoir lieu au début juillet, le leader des sondages, c'est le PRI, qui risque de revenir au pouvoir. Lui-même a déclaré que la dispute va être entre la gauche et le PRI, et pas avec le PAN. Le PAN, on l'écarte pratiquement, il n'a pratiquement aucune possibilité, même de figurer parmi les deux grands partis. Alors, ce que je veux dire avec cela, c'est que l'option de gauche n'est pas terminée en Amérique latine. Bien sûr, on parle toujours du Brésil. Le péronisme est très consolidé en Argentine avec Cristina Fernandez et Kirchner. La gauche a perdu au Chili après avoir eu plusieurs mandats, et ça a été l'imposition de l'extrême droite. Mais il faut aussi ajouter que la Bolivie est aujourd'hui de gauche. Le Pérou maintenant, il a un gouvernement de gauche avec
avec le leader Humala, l'Équateur avec Correa, on a cité aussi le Nicaragua, etc. Si on fait un bilan, on peut dire que la grande majorité des pays, d'un côté, des grands pays bien sûr, on ne va pas parler des pays, des petits pays des Caraïbes, mais on parle des grands pays, des pays qui ont du poids. La grande majorité des pays et la grande majorité de la population d'Amérique latine, elle est aujourd'hui sous un gouvernement de gauche. Maintenant, ce qui va se passer avec Chavez, c'est presque sûr, on n'est jamais sûr, bien sûr il y a toujours des possibilités de se tromper, mais tous les sondages, la situation interne du Venezuela montre que Chavez va continuer au pouvoir. Et cela simplement va renforcer le poids de la gauche à la UNASUR, qui est sous le leadership du Brésil, et l'UNASUR continue d'être une union de gouvernements de gauche, malgré la présence de deux régimes de droite, la Colombie et le Chili. Le problème de la Colombie, ce n'est pas seulement avec le Venezuela, en particulier c'est avec le Venezuela, mais il faut reconnaître qu'il y a un véritable problème de la Colombie avec ses voisins et en général avec le cône sud. Bien sûr, la relation spéciale qu'a la Colombie avec les États-Unis, c'est l'un des premiers problèmes. Il y a des bases, 7 bases militaires américaines en Colombie, et cela, c'est ce qui est en train de créer tout ce malaise. Quand Lula proposait la UNASUR, Lula proposait aussi un système de défense continental, c'est la fameuse réunion de Bariloche de l'an 2009, et l'un des thèmes centraux à Bariloche, en Argentine, ça a été la question de la présence des bases militaires. Parce qu'on ne peut pas créer un système de sécurité continentale latino-américaine si on a des bases étrangères et surtout des bases américaines. Dans le cas du Venezuela, c'est encore beaucoup plus fort parce que les bases sont tout autour de la Colombie, plusieurs bases sont très proches de la frontière avec le Venezuela, et bien sûr, Hugo Chavez interprète cela comme une possibilité d'attaque directe à son pays à partir de la Colombie. Cette peur, cette menace, elle n'est pas seulement celle du Venezuela. Il faut aussi se rappeler, par exemple, la Russie. La Russie a rejeté l'avance de l'OTAN et l'intégration de pays comme l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, parce que si l'Ukraine et la Géorgie entrent à l'OTAN, l'OTAN sera à la frontière de la Russie. Ce que je veux souligner par là, c'est que tous les pays essaient d'éviter d'avoir un adversaire à la frontière ou des bases militaires d'un pays comme dans le cas des États-Unis. Alors, je dirais que le grand problème de l'UNASUR, si c'est vrai qu'il y a un problème d'intégration économique, parce qu'on a des modèles différents, bon, il y a un modèle de gauche qui est généralisé, mais il y a quand même 2 grands pays d'Amérique du Sud, le Chili et la Colombie, qui ont opté pour un modèle beaucoup plus néolibéral. Mais le grand problème, c'est le problème de l'intégration militaire. S'il n'y a pas une solution à la présence des bases américaines, l'UNASUR ne pourra jamais développer un système de sécurité continentale.